Mesdames, Messieurs, mardi dernier, nous avons examiné dans le détail le tableau du Guerchin. Ce tableau est In Arcadia Ego, et nous avons vu combien ce tableau pouvait se résoudre en ce que j'appelais à ce moment-là des unités discrètes. Discrètes, c'est-à-dire parfaitement énumérables, dénombrables, qu'on peut donc énumérer les unes après les autres et qui proposent chacune une signification particulière. Vous aviez le crâne, ici, le tombeau, ici, la mouche, la souris, l'arbre dénudé, l'orage menaçant. Et tout cela, chacun de ces signes discrets, fait signe vers une seule signification, en vérité, la mutabilité de l'existence, la précarité de la vie, la mortalité, ce qui tombe bien puisqu'il s'agit d'un tableau sur la mort. Et c'est un tableau donc qui, étrangement, peut se transposer sous la forme d'une liste, une liste de signes, une liste de symboles qui forment comme les mots d'une phrase. Car dans une phrase également, une phrase de notre langage naturel, dans une phrase également, les mots forment des unités discrètes, distinctes, dénombrables, chaque mot étant doté de sa double face, sonore ou écrite, selon qu'il s'agit du langage oral ou écrit, d'un côté, et de l'autre côté, sa face, on pourrait dire idéale, cognitive, sémantique, de l'autre, la signification même du mot. Alors, ça c'est pour le langage naturel, on connaît bien ça depuis la linguistique du début du XXe siècle. Mais dans le tableau du Guerchin, le système est un petit peu différent. En fait, c'est un système tripartite et non pas bipartite. L'équivalent du son ou des lettres pour un mot du langage dans le tableau du Guerchin, ce sont les taches de couleur dotées chacune d'une forme particulière. Ainsi, cette tache de couleur noire que nous voyons ici avec sa forme spéciale, eh bien cette tache représente, nous le savons, nous le reconnaissons, représente une mouche. Nous l'identifions comme la représentation imitative des mouches que nous voyons dans la réalité. Et donc nous faisons cette transposition toute simple, tache noire avec cette forme spéciale, et puis c'est une mouche. C'est un premier niveau, nous reconnaissons une imitation de la réalité dans le tableau. Et le travail de lecture du tableau consiste ainsi à accomplir un acte relativement simple qui réside dans l'identification des objets, des choses, des êtres, représentés dans l'image par des taches de couleur. Et au bout du compte, une fois qu'on a composé l'ensemble des représentations et des objets représentés, nous pouvons nous aussi nous représenter dans l'ensemble une scène ou un dispositif qui pourrait avoir lieu dans la réalité. Ainsi, voilà, une tache noire sur une autre tache blanche ou jaunâtre, et ça devient, dans notre esprit, une mouche posée sur un crâne. Alors, avec le Guerchin, qui peint de manière réaliste dans ce tableau, cette étape de l'identification est très simple, elle est même immédiate, elle est automatique. Nous la faisons sans y penser. Et j'ai un peu de honte ou de scrupule à vous rappeler cette étape-là d'interprétation du tableau qui est si immédiate et qui est de l'ordre du truisme. Mais il fallait le faire parce que dans d'autres esthétiques, ce travail-là n'est pas si immédiat. Il demande de notre part une certaine réflexion. Si nous avions affaire à un tableau cubiste, comme ce pianiste par la peintre russe Lyubov Popova, là aussi, nous sommes convoqués quand même à un certain effort. Bon, très vite, on voit ce tableau, et puis, au bout de quelques secondes, on reconnaît effectivement le clavier du piano, les mains du pianiste, un chandelier peut-être là, la partition, le pianiste, sa tête,
sa pipe peut-être, sa barbe, ses cheveux. Bon, finalement, on reconnaît assez bien. Donc le travail est minimal, mais il existe. Il est plus important que pour le tableau du Guerchin. Si on avait un tableau, autre exemple, du XXe siècle, tableau de Nicolas de Staël, bon, qu'on appelle le titre aide, les footballeurs. Mais enfin, si vous n'aviez pas le titre, ça demanderait quand même d'abord un certain travail de réflexion sur ce que c'est, s'il s'agit d'un tableau figuratif. S'il s'agissait d'un tableau abstrait, je ne me situe pas dans cette perspective-là, ce serait évidemment un petit peu différent. Mais là, effectivement, aidé par le titre, il y a toujours eu un titre à ce tableau, donc ça devait aider quand même les spectateurs dès le départ, eh bien, on reconnaît les maillots bleus des footballeurs, leurs jambes, ici, leurs chaussettes grises, et puis leur tête, plutôt blanche, je ne sais pas, et ce qui apparaît comme étant le ballon de football vers lequel s'élancent les footballeurs. Mais donc nous sommes là, avec ces deux types d'esthétique, nous sommes obligés à davantage de réflexion, davantage de travail pour proposer à cette identification qui consiste à établir une correspondance entre ce qu'il y a sur la toile, formellement, et ce qu'il y a dans le monde, dans notre monde. Eh bien, c'est le premier niveau, lié à l'imitation de la réalité dans un tableau de type, dans une image de type figuratif. À ce premier niveau s'ajoute un second niveau, complémentaire. Parce que nous l'avons vu, la mouche symbolise la pourriture, la putréfaction, la mortalité. Et donc s'ajoute un niveau d'interprétation, qui est plutôt cette fois-ci de l'ordre de l'interprétation, symbolique. Donc cette seconde étape de la lecture est d'ordre symbolique. Elle consiste à rattacher aux objets du monde qui sont représentés par le peintre une signification particulière, une idée. La mouche représente la pourriture. Alors, cette lecture symbolique de l'objet mouche, nous pouvons la faire aidés par notre savoir extérieur au tableau, soit notre expérience quotidienne. Nous avons vu par exemple des mouches déjà sur une viande avariée, j'espère le moins possible, soit par la culture, par d'autres tableaux que nous avons vus, par la connaissance donc de tableaux comparables, comme par exemple cette vanité de Barthélebruyn qui date de 1524, où vous avez exactement, presque exactement, le même crâne avec la même mouche. Bon, j'adore cette vanité de Bruyne, elle est incroyable parce qu'elle désigne la mortalité, ce qui est déjà indiqué dans le papier qui est posté sur le tableau, mais tout désigne la mort. Par exemple, cette chandelle éteinte, donc la flamme a disparu. Et puis, tout est dans un équilibre extrêmement instable. Vous le remarquez, le candélabre, le chandelier, est sur le point de tomber. Un petit geste, et poum, il pourrait tomber. Donc là, voilà, c'est la versatilité, la précarité de l'existence qui est là indiquée. Même le petit panneau de bois pourrait glisser et tomber. Même la mâchoire, ici, pourrait tomber. Tout est dans un équilibre tout à fait instable et indique cette précarité. Donc vous voyez, nous pouvons faire nos propres inférences par notre connaissance de la réalité pour trouver une signification symbolique à ce qui est représenté dans le tableau. Mais la mouche sur le crâne, c'est un motif de la peinture européenne, disons, de la Renaissance, pour parler grossièrement. La mouche signifie la pourriture. Donc, si nous voulons bien lire le tableau du Guerchin, nous sommes invités à convoquer un savoir de type culturel auquel le peintre, en l'occurrence le Guerchin, participe lui-même, parce qu'il appartient à la même tradition picturale. Autrement dit, la bonne lecture du tableau passe forcément par un en dehors du tableau. Cet en dehors, c'est quoi? C'est notre connaissance du monde, c'est notre connaissance d'autres tableaux, c'est notre connaissance des symboles en usage au XVIIe siècle. Aucune œuvre ne fait sens toute seule. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà dit, je ne suis pas le premier, je n'ai pas inventé cela, mais
sur quoi j'insiste, sur quoi j'avais insisté lors de ma leçon inaugurale en 2020, toute œuvre, je disais, prend place sur une étagère mentale. Ce terme d'étagère mentale, je l'aime beaucoup. Cela convient lorsqu'il s'agit d'un livre. Mais s'il s'agit d'un tableau, parlons plutôt de simèse mentale, si vous voulez. Parlons de musée mental, plutôt que de bibliothèque mentale, comme je le faisais pour les livres. Autant dire que la lecture, même celle d'un tableau, cela s'apprend. Cela s'apprend. C'est-à-dire qu'on peut être analphabète pour les images, comme on l'est pour les textes écrits lorsqu'on n'a pas appris l'alphabet et la lecture. Et on peut être analphabète pour les images, faute d'avoir été éduqué à la manière dont fonctionnent ces images. Alors, dernière remarque sur le tableau du Guerchin. Cette image, je vous l'ai dit, se décompose en plusieurs symboles distincts parce qu'elle a été composée ainsi, sciemment, par le peintre. Donc nous la lisons ainsi parce que c'est ainsi que ça a été composé par le Guerchin. Mais tous les peintres ne procèdent pas ainsi. Revenons à ces footballeurs de Nicolas de Staël. Bien, ils ne proposent a priori aucun symbole à déchiffrer, juste une représentation de la réalité censée provoquer, par le traitement particulier du peintre, censée provoquer une certaine émotion chez le spectateur. Chez de Staël, c'est le traitement de la réalité elle-même qui est signifiant. C'est la vision qu'il nous propose. Il n'y a pas une couche de sens supérieur, symbolique, qui viendrait s'ajouter ensuite, comme dans le tableau du Guerchin. Bon, je dis cela, quoique, on regarde ce tableau, et en fait, je vois ce ballon de football, c'est un ballon de football, on nous dit que ce sont des footballeurs, mais il ressemble aussi à la Lune, en quelque sorte, dans ce ciel nocturne. Il ressemble à un globe terrestre. Or, Nicolas de Staël a peint ce tableau en 1952, après avoir assisté à un match de football France-Suède, qui n'est pas resté dans l'histoire du football, semble-t-il, mais qui l'a extrêmement impressionné. C'était au Parc des Princes, et il a été ébloui par les lumières, par l'enthousiasme de la foule, par ses corps en mouvement, par la joie, par la gaieté de tout cela. Et donc, on pourrait très bien imaginer que ce que représente ce tableau, avec ce ballon de football comme une sorte de terre dans le ciel, c'est une sorte de vision de la planète pacifiée par le sport, par l'exercice physique, par l'unanimisme de la foule amassée autour d'un événement sportif au Parc des Princes. Alors, je dis cela, mais j'apporte en quelque sorte une interprétation symbolique, effectivement, du tableau. Mais la différence avec le Guerchin, c'est que si je veux proposer ma propre lecture interprétative du tableau, je ne peux pas me reposer sur des symboles préexistants qui appartiendraient à la culture préexistante. Bon, on pourrait imaginer le ballon, on pense au dictateur de Chaplin, où le dictateur joue avec son ballon qui est une représentation de la planète Terre. Donc, il peut y avoir dans la culture, effectivement, des références. Mais ce n'est pas aussi codifié que ça l'est pour un peintre du XVIIe siècle qu'est le Guerchin. Donc, nous ne pouvons pas nous reposer tout sur un code préétabli, très fixe, de symboles appartenant à une culture ou à une tradition du langage des images. Il peut peut-être y avoir une interprétation, une lecture symbolique du tableau de Staël, mais en ce sens, si nous voulons la donner, il nous faut en quelque sorte inventer ce symbolisme à partir d'autres références, sans que ces références soient totalement codifiées comme elles l'étaient dans le tableau du Guerchin. Mais il n'est pas besoin de venir jusqu'au XXe ou XXIe siècle pour voir des peintres qui ne composent pas par symbole. Lorsque je dis que le Guerchin a voulu, avec
son tableau composait un message assez clair, comme une phrase, en agençant différents symboles distincts de la mortalité, et des symboles en fait très redondants les uns avec les autres. Il se situe dans la lignée directe de, je l'avais cité la dernière fois, de l'iconologie de Cesare Ripa. Vous savez, ce dictionnaire d'emblèmes, c'est-à-dire de représentations figurées, chacune étant une sorte d'idéogramme. À partir d'une image, on a une idée. À une image correspond une idée. Et donc, ici, le Guerchin compose par idéogramme. Il fait de la peinture par idéogramme, par emblème assez facilement reconnaissable et appartenant à une tradition identifiable. Un élément figuré représente chez lui une idée abstraite. Donc on a affaire avec le Guerchin à une composition par juxtaposition, par addition, un peu comme vous savez, je ne sais pas si ça existe toujours, mais dans ma jeunesse, ça existait, c'est des calcomanies, je ne sais pas si ça existe vraiment, hein, où on ajoutait, on grattait, on collait des figurines sur une image, sur un fond, on grattait des objets, et chaque fois on ajoutait du sens, en quelque sorte, à l'image qui nous était proposée. C'est ce qu'on a effectivement dans le tableau du Guerchin. Chaque fois, il rajoute un crâne, une souris, une mouche, un arbre dénudé, etc. Comme dans une décalcomanie. Eh bien, j'ai beaucoup insisté sur ce mécanisme du tableau du Guerchin, parce que vous allez voir que Poussin, dans sa première version d'Et in Arcadia Ego, que vous avez ici, Poussin, quant à lui, fonctionne très différemment, alors même qu'il est un contemporain du Guerchin. Donc ce n'est pas une question d'époque, c'est une question de type de tableau que l'on propose, de type d'esthétique dans laquelle on est, voilà, de projet artistique. C'est une question de projet artistique différent. Et là, on a deux projets artistiques extrêmement différents. Vous avez deux tableaux ici où le même thème est traité, mais dont le tableau de Poussin n'est pas agencé en symboles distincts, mais il doit être lu comme un tout, sans qu'on puisse vraiment séparer, enfin si, on arrivera à le faire, mais de manière moins précise que chez le Guerchin, sans qu'on puisse vraiment séparer un élément signifiant à côté des autres. C'est plutôt l'organisation, la syntaxe générale qui va compter, plutôt que l'accumulation d'éléments discrets. Et c'est ce qui rend la lecture du tableau du Poussin plus difficile. Et c'est ce qui crée aussi son mystère et sa profondeur. Et ça vaut pour cette première version d'Et in Arcadia Ego, comme pour la seconde version, la plus connue, celle du Louvre. Ce qui rend cette lecture difficile, c'est que ces tableaux ne se résolvent pas en unités sémantiques identifiables. Nous sommes dans une composition, je dirais, moins discrète, dénombrable, que continue. C'est-à-dire une composition de type organique ou structurel, où le sens sort de l'ensemble, où il ne suffit pas d'additionner le sens de chaque élément pour avoir le sens de l'ensemble. C'est la syntaxe qui va fournir le sens général de cette phrase particulière qu'est le tableau. Donc on a deux types de compositions picturales différentes ici, discrète et additive d'un côté, avec le Guerchin, continue, organique, structurelle de l'autre, avec ce tableau du Poussin. Or, ce que je viens de dire pour les tableaux vaut aussi pour les textes. Et du reste, je faisais déjà ce rapport d'échange entre langage naturel et langage pictural. Mais je me rappelle que nous sommes dans un cours de littérature. Certains pensaient que je l'avais oublié. Eh bien, les textes aussi sont codés, parfois, en unités sémantiques discrètes qui demandent à être chacune identifiée et interprétée séparément. Je vais prendre d'abord un exemple extrême et très simple, mais assez étonnant. Les haïkus japonais, qui sont des poèmes, vous savez, extrêmement courts, composés de 17, non pas syllabes, mais morts, plutôt des temps, puisqu'il y a des syllabes qui sont brèves et d'autres qui sont longues, 5, 7, 5, voilà la structure. Eh bien, les haïkus japonais, cette forme de poétique qui a eu et qui a toujours un grand succès maintenant en Occident, dans les différentes langues européennes, ces haïkus doivent tous contenir, dans la règle
poétiques japonaises, traditionnelles, doivent tous contenir au moins un kigo. Un kigo, c'est-à-dire un mot de saison qui renvoie à, c'est le sens exact des deux idéogrammes, mot de saison, qui renvoie donc à une saison particulière. Chaque haïku doit correspondre à une saison particulière et il y a des mots particuliers qui indiquent la saison à laquelle appartient ce haïku. Alors, il y a 5 saisons traditionnelles possibles dans la poétique japonaise, dans un haïku. Vous avez le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et une 5e saison plus courte qui est le nouvel an. Bon, mais peu importe. Ici, si vous voulez notifier ou plutôt connoter ou noter le printemps, il faut mentionner dans le haïku les fleurs de cerisier, les grenouilles, les hirondelles, les alouettes, etc. Si c'est l'été, il faut mentionner la glycine, la cigale. Il y a tout un répertoire, tout un dictionnaire qui est beaucoup plus long que ce que je vous indique ici. C'est juste quelques exemples. Si vous voulez signifier l'automne, il faut que la lune apparaisse. La lune, ça peut vous paraître bizarre parce que la lune, on la voit toute l'année. Mais c'est parce que la lune, à l'automne, la nuit est plus longue, et puis il ne fait pas encore si froid que cela, donc on peut rester dehors pour voir la lune. Donc c'est la raison pour laquelle la lune est rattachée à l'automne. Les criquets, les grillons, les insectes de manière générale, sauf les cigales qui appartiennent plutôt à l'été, les poires, nahi, les spéciales, les couleurs des feuilles. L'hiver, alors évidemment ce sera le froid, ce sera les feuilles, mais non pas la couleur des feuilles, mais les feuilles tombées, ce qui est assez logique. Ce qui veut dire que cette poétique-là, cette poétique japonaise ne correspond pas très bien à la poétique européenne. Parce que lorsque nous lisons le poème de Prévert, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, ce serait plutôt dans la poésie japonaise, comme vous voyez, une chanson d'hiver, alors que nous la voyons plutôt, me semble-t-il, dans mon imaginaire, comme une chanson d'automne. Mais ceci, c'est une parenthèse, pour vous dire que les saisons elles-mêmes ont leur caractère conventionnel. Et puis ce ne sont pas les mêmes saisons non plus en France et au Japon. Les températures sont un petit peu différentes. Ainsi, maintenant que vous savez cela, qu'il faut un kigo, un mot de saison dans chaque haïku, prenez le haïku le plus célèbre, celui qu'on considère le plus célèbre, le haïku de Matsuo Basho au XVIIe siècle, très connu. Dans le vieil étang, une grenouille saute, un ploque dans l'eau. Bon, c'est la jolie petite traduction de Gaston Renaudot, qui était un général, je vous l'apprends, c'est un général d'armée, mais qui, dans son passe-temps, était aussi traducteur de poésie japonaise. Eh bien, ce qui est assez fascinant dans ce haïku de Basho, c'est que ce haïku très très court, il a beau être très très court, il contient une unité sémantique discrète, grenouille, qui est là pour dénoter le printemps. Et c'est indispensable qu'il y ait cette unité discrète-là. Et je trouve que la gageure du haïku, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il s'agit d'intégrer du discret dans un poème qui est là pour décrire un instant, qui est quasiment instantané, extrêmement court. Je vous ai dit 17 morts, 10 M-O-R-E, 17 syllabes. Et donc, il s'agit d'intégrer un élément discret dans une œuvre qui est extrêmement brève et qui doit décrire l'instant. Et vous voyez donc comment, ici, le discret doit à toute force rentrer dans une œuvre linguistique, langagière, qui, elle, a une étendue extrêmement resserrée. Donc ça prend de la place. Et vous voyez comment le discret doit trouver sa place, et trouver sa place dans un tout de manière harmonieuse, pour que ça n'ait pas l'air plaqué comme de manière trop artificielle. Bon, ça, l'exemple est assez intéressant, je trouve, d'avoir un texte extrêmement court, mais où pourtant il y a nécessité poétique d'y mettre une unité discrète qui est la référence à la saison. Alors quand l'œuvre est plus longue, évidemment c'est beaucoup plus simple d'intégrer des éléments sémantiques discrets. Il peut y avoir une multiplication de ces éléments. Je vais prendre un exemple là aussi célèbre d'un auteur qui pratique beaucoup la composition allégorique. C'est l'énigme en prophétie qui clôt le Gargantua de Rabelais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Gargantua fonde l'abbaye de Thélème qu'il donne au frère Jean des Entomures. Et puis, quand on construit l'abbaye de Thélème, on trouve, dans les fondations de l'abbaye, on trouve sur des lamelles de bronze un poème énigmatique dans les fondations de l'abbaye.
Et un poème où il est question, je ne vais pas vous lire ce poème, il est assez long, où il est question de suborneurs, d'entrailles d'animaux, de boyaux d'animaux, de déluges, de grands feux, de machines rondes. Et tout cela a un aspect particulièrement apocalyptique. Bon, ça nous renvoie au langage de la fin du monde, du jugement dernier, etc. Bien. Et une fois que le poème a été lu par les personnages, qui sont Gargantua et frère Jean des Entomures, il y a un dialogue final entre Gargantua et frère Jean sur l'interprétation de ce long poème assez énigmatique. Eh bien, voici ce dialogue. La lecture de ces 8 monuments parachevés, Gargantua soupira profondément et dit aux assistants « Ce n'est de maintenant que les gens réduits à la croyance évangélique sont persécutés. Mais bienheureux est celui qui ne sera scandalisé et qui toujours tendra au but, au blanc, le blanc de la cible, le but donc, au but, au blanc que Dieu, par son cher Fils, nous a prédestinés, sans par ses affections charnelles être distrait ni diverti. » Vous voyez comment Gargantua, de manière grave, sévère, se lance ici dans une sorte de petit sermon de type évangélique, chrétien, parce que c'est ainsi qu'il a lu le poème qui précède, comme quelque chose qui a une signification chrétienne apocalyptique. Le moine dit, frère Jean, donc, que pensez-vous, en votre entendement, être par cette énigme désigné et signifié ? Quoi, dit Gargantua, le décours et maintien de vérité divine. Donc voilà la carrière, le cours de la vérité divine à travers l'humanité, à travers l'histoire humaine, l'histoire du monde. Par Saint Gaudran, dit le moine, telle n'est mon explication. Le style est de Merlin le prophète, donc c'est une devinette. Et puis c'est une allusion aussi à Melun de Saint-Gelais, qui est peut-être l'auteur de ce poème. Bon, peu importe. Donnez-y allégories et intelligences tant graves que voudrez, et y ravassez, vous et tout le monde, ainsi que voudrez. De ma part, je n'y pense autre sens enclos qu'une description du jeu de paume sous obscures paroles. Les suborneurs de Jean sont les faiseurs de parties, qui sont ordinairement amis, et après les 2 chasses faites, donc les 2 parties, les 2 manches, sont hors le jeu celui qui y était, et l'autre y entre. On croit le premier qui dit si l'étoffe, c'est-à-dire la balle, si l'étoffe est sur ou sous la corde, c'est le juge, c'est l'arbitre. Les os sont les sueurs, les cordes des raquettes sont faites de boyaux de mouton ou de chèvre, la machine ronde est la pelote ou l'étoffe, toujours la balle. Après le jeu, on se rafraîchit devant un clair feu, échange long de chemise, et volontiers banquette long, mais plus joyeusement ceux qui ont gagné, et grand cher. Et voilà comment frère Jean donc clôt l'interprétation en disant mais en fait ce texte, ce poème, en fait représente par différents éléments, il en représente le jeu de paume, l'ancêtre du tennis. Et ce sont les mots du reste, ce sont les mots conclusifs du Gargantua de Rabelais, grand cher, évidemment très rabelaisien et très gargantuesque. Mais vous voyez comment, ici, frère Jean décode chaque unité sémantique discrète du texte et en tire un sens particulier qui va dans le sens qui est sans doute, il faut bien dire, le vrai sens. La devinette est assez claire et je crois que frère Jean a bien raison d'interpréter ce poème énigmatique dans le sens qu'il dit, à savoir une description allégorique du jeu, pas allégorique, mais caché, du jeu de paume. Donc, le texte, le poème qui a été lu, ce poème énigmatique, dans les fondations de l'abbaye de Thélème, est un poème de structure discrète, constitué d'éléments, chacun significatif d'un élément qui va être celui du jeu de paume. Alors, ici, j'ai pris des textes, j'ai pris plutôt ici l'interprétation d'un texte, une lecture d'un texte, qui était de type particulièrement discret. Mais en vérité, quand je dis qu'il y a d'un côté des textes ou des œuvres qui sont de nature discrète et d'autres qui sont de nature continue, en vérité, il y a toute une gradation qui va du discret au continu. Le discret est intégré dans du continu, et plus ou moins intégré. Et le même écrivain, dans 2 œuvres différentes, peut pratiquer l'un et l'autre. Un texte plus constitué d'unités discrètes et l'autre qui sera plus dans le continu. Prenez un autre exemple. On va changer d'époque.
passé au XIXe siècle, passé à Gérard de Nerval, avec un poème, là encore, très célèbre, El Desdichado, dans les Chimères. Magnifique. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salit. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Alors, poème magnifique, mais enfin particulièrement énigmatique tout de même, mais vous voyez, enfin, on le sent, pas besoin ici de rentrer dans la lecture, l'interprétation de ce sonnet, nous n'en sortirions pas, mais chaque vers, on le ressent bien, est composé d'énigmes à déchiffrer. Le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, la tour abolie du prince d'Aquitaine, l'étoile, le soleil noir de la mélancolie, le Posillipe, la mer d'Italie. Chaque fois, chaque terme quasiment renvoie, on le pressent, à une signification qu'il nous appartient de retrouver en faisant des recherches. Effectivement, chaque vers, chacune de ces unités discrètes renvoie à des légendes, à des cartes du tarot, à des symboles alchimiques dont Gérard de Nerval était particulièrement friand. Bon, je ne vais pas faire ce travail devant vous, mais croyez-moi sur parole. Donc, mais on le sent quand on entend ce texte, qu'il y a une série d'énigmes qui nous sont données les unes après les autres. Et après, il faudra faire sens du tout en plus. C'est encore une autre affaire. Maintenant, comparé avec un autre poème du même Gérard de Nerval, poème là aussi très célèbre, mais dont le sens est plus clair. Fantaisie. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII, et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit, puis un château de briques à coins de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, ceint de grands parcs, avec une rivière baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs. Puis une dame, à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens, que, dans une autre existence, peut-être, j'ai déjà vue, et dont je me souviens. Alors, vous voyez que Fantaisie est lui aussi ce poème composé d'unités discrètes, à savoir les différents éléments du paysage et du château. Vous avez le paysage, vous avez le coteau vert, vous avez les briques, les coins de pierre, les vitraux, le grand parc, la rivière, la haute fenêtre. Tout cela, ce sont des éléments discrets, évidemment, qui composent la description de ce paysage de rêve, de ce paysage de fantaisie, d'imagination, au sens fort, au sens fantaisie. Mais ce qu'on comprend par rapport, quand on compare avec El Desdichado, c'est que c'est l'ensemble qui fait sens de manière organique entre les différents éléments. C'est-à-dire que tous ces éléments discrets composent un même objet, qui est un paysage avec un château dans un parc, avec une rivière, et puis la dame qui est à sa fenêtre. Donc ces éléments de type sémantique, de type discret, s'intègrent très très bien, de manière continue, s'intègrent à l'intérieur d'un continu, qui est ce château, ce paysage que voit le poète dans son rêve. Donc, Fantaisie est certes composée d'unités discrètes, mais c'est l'ensemble qui fait sens de manière organique entre les différents éléments. Eh bien, là on a vous voyez, une gradation du discret au continu.
avec ces deux poèmes. J'espère vous en avoir convaincu. En tout cas, avec la composition discrète d'un côté ou la composition continue de l'autre, et toute la gradation qui existe entre les deux, on a deux modes formels qui engagent deux modes de lecture assez différents, avec aussi des gradations, évidemment, entre ces modes de lecture. C'est-à-dire un mode de lecture par détail ou un mode de lecture par la structure globale. Et nous voici ramenés à cette question du comment lire, en fonction de l'œuvre qui nous est proposée à la lecture. Autrement dit, au cas où vous en auriez douté, les textes aussi obéissent à des règles de composition, à des règles de lecture similaires à celles des images. D'où le détour que j'ai commencé à pratiquer par la peinture, parce que par la peinture, on peut rendre visibles les différents régimes de lecture, d'interprétation auxquels nous soumettent les textes. Eh bien, revenons, après cet intermède littéraire, revenons à la peinture, qui elle-même est un intermède dans quelque chose sur la littérature, mais voilà, j'ai une composition de mise en abîme, vous l'aurez compris, un petit peu baroque. Mais revenons donc à la peinture, et à un mode de composition très différent de celui du Guerchin, qui est le mode continu du Poussin dans ce tableau. La première version d'Et in Arcadia Ego, qui date, je vous l'avais dit la dernière fois, de 1628 environ, tableau qui se trouve à Chatsworth, en Angleterre. Il n'est pas sûr que Poussin ait jamais vu le tableau du Guerchin, rien ne l'indique, mais ce qui est certain, c'est qu'on lui a commandé un tableau semblable au tableau du Guerchin. Quelqu'un qui a vu le tableau du Guerchin lui a dit « Je veux un tableau comme cela, qui parle de Et in Arcadia Ego », lui a sans doute plus ou moins décrit le tableau du Guerchin, et Poussin a composé son tableau à partir de la commande qu'on lui a faite. Le tableau, je vous l'avais dit aussi la dernière fois, fait pendant à un autre tableau avec le même, enfin ou presque le même dieu fleuve. C'est ce tableau qui est Midas se lavant aux sources du Pactole pour se débarrasser du don encombrant de tout transformer en or. Donc réalisé au même moment, en 1627, et ce tableau-là se trouve au Metropolitan Museum de New York. Donc on a affaire avec ces deux tableaux en pendant à deux allégories de la vanité des désirs et de la fragilité du bonheur chez les riches, Midas, comme chez les pauvres, disons, que sont les bergers d'Arcadie. Alors, vous vous rappelez que dans cette première version de In Arcadia Ego, enfin, ce qui me semble intéressant par rapport au tableau du Guerchin, c'est qu'on voit non pas deux bergers à moitié cachés, comme chez le Guerchin, mais on voit trois bergers. Trois bergers de plein pied, entiers, dont une femme qui s'ajoute, avec les jambes et la gorge dénudée. Et donc cette femme-là ajoute, avec sa nudité, ajoute une dimension érotique à l'image, qu'on n'avait évidemment pas dans le tableau du Guerchin. Et cette dimension érotique va dans le sens du bonheur arcadien, des plaisirs simples. On n'avait pas tellement, je dois dire, dans le tableau du Guerchin, on n'avait aucun sentiment de bonheur. Là, on le sent. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, en particulier de l'ordre de l'érotisme. Autre différence par rapport au Guerchin, je vous ai dit, la lecture se fait par comparaison, dans le cadre d'une simèse mentale. Et c'est ce que nous faisons ici. Les bergers ici. Les bergers sont habillés à l'antique, chez Poussin. Et donc ce ne sont pas comme les bergers du Guerchin, qui sont habillés de manière réaliste, très contemporaine, comme pour le Guerchin, et qui n'évoquent là non plus pas l'idée du bonheur. Avec les bergers du Poussin, on a l'impression de voir des bergers de l'Antiquité, et donc on est dans le mythe réel, enfin le mythe de l'Arcadie antique. Et donc ça nous renvoie à quelque chose de beaucoup moins réaliste et beaucoup plus idéalisé. Le mouvement aussi est différent à l'intérieur du tableau. Dans le tableau du Guerchin, on n'était pas très sûr de savoir si les deux bergers étaient immobiles ou s'ils venaient d'arriver, comme ils sont penchés vers ce crâne. Là, les choses sont claires chez le Poussin. C'est très différent. C'est-à-dire qu'on voit que les bergers viennent de courir vers le tombeau. Ils ont levé leur tunique à cet effet, en particulier la bergère, ici. Ils sont encore dans le mouvement. Le pied gauche du berger
du premier plan est levé, ainsi que le pied droit des deux autres bergers suivants, dans une sorte de mouvement tournant. Parce que, remarquez le parallèle légèrement décalé des trois bergers dans une inclinaison progressive. Le premier est plus incliné que le suivant, et ainsi de suite. Et ils sont progressivement tournés vers le tombeau, comme s'ils représentaient, à eux trois, les trois étapes d'un même mouvement. La bergère est encore de face, le berger du milieu est de profil, quant au berger du devant, lui, il est carrément de dos. Et donc on a affaire à une vraie décomposition du mouvement, comme dans les chronophotographies de mon cher collègue Étienne Jules Marais, que l'on connaît bien au XIXe siècle, hein, magnifique. Ici, voilà, un joueur de tennis, on renvoie au jeu de paume de Rabelais. Et donc, c'est exactement ce mouvement tournant que vous voyez évoqué en quelque sorte par Poussin dans le tableau à travers les trois personnages. Le paysage lui-même est à peine présent. Il est très allusif. Vous avez un grand tronc qui traverse le tableau en sens inverse des bergers. Le ciel est nuageux, légèrement orageux. La terre est nue, pas beaucoup de détails. Rien n'apparaît du reste du paysage, en dehors peut-être d'une colline dans le fond, assez nue elle aussi. Les figures occupent l'essentiel de l'image, avec le fleuve Alphée, ici, le fleuve arcadien, et puis, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas beaucoup le paysage, cette grande paroi de pierre que vous avez ici, au-dessus du tombeau, qui occupe la droite de l'image. Alors qu'est-ce que c'est que cette paroi de pierre? Pas très identifiable. Est-ce une falaise? Est-ce un mur en pierre? On pourrait penser que c'est un mur en ruine, si l'on en juge parce qu'il semble ici être une ligne de jointure qui traverse la surface de cette paroi en haut à droite. Mais continuons la description de l'image. Au bas de cette paroi de pierre, vous avez un monument de pierre qui ressemble à un tombeau. Un tombeau qui est lui-même posé sur un soubassement de pierre, semble-t-il, mal identifiable, peut-être un ancien hôtel d'église. Je pense en particulier à ce qu'on a dans les églises, vous savez, ce qu'on appelle un en-feu, c'est-à-dire alors ici on est au Frari à Venise, c'est un magnifique en-feu, ce sont ces tombeaux insérés dans des niches dans les murs des églises. Bien, c'est un peu, si on a affaire à une ruine d'église, c'est peut-être ça qui nous est présenté, avec peut-être, ça peut arriver, un autel sous le tombeau. Mais lorsqu'on revient au tableau du Poussin, quand même, on a l'impression que ce soubassement de pierre, enfin, n'a pour seule utilité que d'éviter aux bergers d'avoir à se pencher, pour que l'inscription soit à la hauteur de leurs yeux. Effectivement, si l'idée c'était d'avoir les bergers pris dans leur mouvement, ils ne pouvaient pas se pencher, il fallait qu'ils restent debout. Et donc il fallait surélever le tombeau, et donc le mettre au-dessus d'une pierre, un autel, etc. Bref, c'est pas très convaincant quand même, je trouve, comme espace. On a un espace assez mal caractérisé, peu réaliste, où tout a été sacrifié au mouvement des bergers, à ce que voulait vraiment montrer Poussin. Mais l'espace lui-même est mi-allégorique, mi-réaliste, enfin très peu réaliste, mais il reste très allégorique en vérité, avec ce fleuve Alphée pendant du Pactole, dont la signification allégorique, cette fois-ci unité sémantique discrète, évidente, désigne le temps qui passe et nous renvoie déjà donc à un espace abstrait sans rapport à la réalité. J'insiste là-dessus parce que vous verrez que dans la seconde version de Let in Arcadia Ego, au Louvre, les choses sont très différentes. Là, l'espace sera très caractérisé et beaucoup plus réaliste. Visiblement, Poussin, quand il a fait ce tableau, n'a pas eu beaucoup le temps de penser sa composition, je crois. Sans doute, il était contraint par le format vertical, qui était sans doute imposé par
par la commande, il fallait placer les deux tableaux à un endroit particulier, et seuls sont réalistes, et je veux dire particulièrement réussis, les personnages, les visages et les corps des bergers. Alors, par rapport au Guerchin, c'était une question que nous nous posions la dernière fois, il s'agit beaucoup plus clairement d'un tombeau, ici. Pour le Guerchin, on pouvait avoir un tout petit doute, et ce tombeau porte une inscription, que des chiffres, le berger de droite, au premier plan. Il est surmonté, vous le voyez, d'un crâne, comme dans le tableau du Guerchin, ce crâne est observé par le berger du milieu. Celui-ci regarde l'inscription, l'autre regarde le crâne. Et il y a peut-être, certains exégètes, certains spectateurs disent qu'il y aurait une croix ici. Alors, bon, je peux agrandir si vous voulez, vous en rendrez compte. C'est peut-être ma reproduction. Il y aurait une croix qui n'est plus très visible au-dessus du tombeau. Moi, je pense que pour voir cette croix, il faut les yeux de la foi. Mais c'est peut-être une croix effacée, qui a pu être effacée par la peinture s'efface, ça arrive. Peut-être un repentir du peintre, il avait mis une croix qu'il a ensuite effacée et au bout du compte, elle réapparaît. Peut-être que c'est une croix qui a été voulue subliminale, c'est pas impossible. En tout cas, cette croix est peu compatible quand même, je trouve, avec le contexte de la scène qui est clairement celui de l'Antiquité païenne, étant donné le vêtement des bergers. S'il y a une croix, je n'en suis pas sûr, ce serait alors une croix prophétique, celle du salut à venir apporté par le Christ. Bon, c'est assez hypothétique, à mon sens peu probable, mais bon, pourquoi pas. Je parlais la dernière fois des deux modes possibles du thème de l'et in Arcadia ego, selon leur généalogie. Il y a, ce thème renvoie au choc, à la rencontre brutale de la mort, c'est ce qui apparaissait déjà dans le thème médiéval du dit des trois morts et des trois vifs, soit c'est un thème beaucoup plus contemplatif. On contemple la mort sur un mode méditatif, et c'est ce qu'on avait sur les gemmes gravées de l'Antiquité. Les deux, vous vous rappelez, les deux thèmes étaient réunis les deux modes étaient réunis par le Guerchin. Poussin, vous le voyez, choisit plus nettement le mode de la collision brutale entre le bonheur et la mort, dans un mouvement qu'on pourrait dire baroque. Ce mouvement est important, c'est le heurt, les bergers viennent d'arriver. Et la tombe elle-même, du reste, se dessine en des volutes de type baroque également. À la différence du Guerchin, l'inscription est au centre de l'action des bergers. Dans le tableau du Guerchin, l'inscription était sur le côté, elle n'était pas vue par les bergers, elle ne s'adressait qu'aux spectateurs. Ici, l'inscription s'adresse aux bergers. C'est eux qui la lisent pour nous. Et elle s'adresse d'abord à eux avant de s'adresser à nous. Bizarrement, cette inscription est un peu décalée par rapport à l'espace du tombeau, comme si elle était, c'est une possibilité, comme si elle était la fin d'une phrase dont le début serait caché par l'épaule, par le torse du berger. Ego est rejeté en ligne suivante, comme un repentir du graveur qui n'aurait pas eu la place pour terminer sa phrase. Le E de ego est caché par la main. On pourrait lire éventuellement nego, je nie, je refuse, ou bien lego, je lis aussi en Arcadie, ou bien, alors là, bon, c'est ma plaisanterie, il fallait bien que j'en case une, ou bien je joue au Lego, même en Arcadie. Bon, c'était ma trêve de plaisanterie, quand même, il faut que je sois sérieux. Autant dire que la formule est supposée être suffisamment connue du spectateur du tableau, mais pas des bergers, parce que les bergers la déchiffrent attentivement, vous voyez, pour ne pas être complète. On peut la comprendre, même si elle n'est pas complète. Alors cette formule, elle a d'abord le sens que nous avons vu chez le Guerchin, à savoir et in Arcadia ego sum, etiam in Arcadia, même en Arcadie, et au sens de aussi, ou même, ego, moi, sum, j'existe, je suis. Et c'est la mort qui dit ça. C'est le crâne qui est au-dessus du tombeau, qui est une allégorie de la mort. Mais là, il s'agit vraiment clairement d'un tombeau. Là, c'est clair.
Et c'est l'épitaphe du tombeau. Dans une épitaphe, en principe, c'est le mort qui parle, et qui s'adresse, dans une épitaphe antique, et qui s'adresse aux spectateurs, aux passants. Et donc le propos pourrait venir du mort à l'intérieur du tombeau. C'est comme ça que les épitaphes sont lues, comme les propos du mort. On pourrait donc lire « Et in Arcadia ego », moi aussi, etiam ego, moi aussi, in Arcadia, en Arcadie, fui, vixi, j'ai été, j'ai existé, j'ai vécu. Moi aussi, j'ai vécu en Arcadie. Et là, c'est le mort qui parle, avec un verbe qui est au passé. Alors, je vous dis cela, verbe au passé, qu'on pourrait suppléer, plutôt qu'un verbe au présent, mais je vous dis que l'un des grands historiens de l'art qui a beaucoup parlé de ce tableau, des deux tableaux du Poussin et in Arcadia ego, c'est Erwin Panofsky, le grand prêtre de l'iconologie moderne. Et il a de très longs développements, trop longs, sur ce sujet pour affirmer péremptoirement que cette dernière traduction avec un verbe au passé est aberrante, qu'elle n'est pas le sens originel. Et Panofsky a deux arguments. Le premier argument, c'est que et, au sens de etiam, porte en latin normalement sur le mot ou sur le syntagme qui le suit. Donc, et in Arcadia, etiam porte sur it in Arcadia, donc ne pourrait pas porter sur ego. Et effectivement, ça, on peut être d'accord avec Panofsky, c'est l'usage standard. Etiam, et, porte plutôt sur ce qui le suit directement. Donc, on ne peut pas dire moi aussi. Ça ne devrait pas pouvoir dire moi aussi. Second argument de Panofsky, il est impossible en latin classique, lorsqu'on a une phrase elliptique où le verbe est absent, il est impossible en latin classique de suppléer un verbe au passé. Ce ne peut être qu'un verbe au présent. Et Panofsky est formel là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut répondre à Panofsky? Oui. Quant au et ou etiam, Panofsky a raison sur le principe. En même temps, là, on est dans quelque chose qui est une inscription, qui est de l'ordre de la poésie, et cela permet des écarts par rapport à l'usage de la prose, en fait. Donc, dans la poésie, on a des choses beaucoup plus souples que dans la prose. Par ailleurs, il me semble que Poussin a prévu l'objection de Panofsky. Il a prévu l'objection de Panofsky parce qu'il a placé l'inscription, je vous l'ai dit, comme un bout de phrase, le reste étant caché par le torse du berger. Et donc, le « et » pourrait n'être plus qu'une conjonction de coordination. Et donc, ça pourrait être lire « et j'ai vécu en Arcadie », tout simplement, sans le sens de etiam, ce qui aura quasiment le même sens que moi aussi, j'ai été en Arcadie. Et donc, si le « et » n'est plus qu'une conjonction de coordination, dans cette idée qu'il ne s'agit qu'un bout de phrase, eh bien, il n'y a plus de problème. Donc, l'objection de Panofsky tombe. Et il me semble que Poussin a prévu cela. C'est la raison pour laquelle il a mis le « et in Arcadia à la fin, au bout à la droite, oui, c'est ça, à la droite du tableau, pour faire comme si c'était la fin d'une phrase, et que le « et » soit une conjonction de coordination. Maintenant, le temps du verbe. Alors, Panofsky cite beaucoup de témoins, en particulier anglais du XVIIIe siècle, dont le roi Georges III, rien de moins, qui, lorsqu'ils voient le tableau, enfin, qu'ils ne voient pas, mais lorsqu'ils entendent et in Arcadia ego, parce que ce tableau, on ne pouvait pas le voir, suppléent un verbe au présent. La mort existe même en Arcadie. Voilà, c'est ainsi qu'ils l'entendent. Mais lorsqu'on écoute d'autres témoins du temps de Poussin, un grand ami de Poussin, André Félibien, qui nous sert beaucoup à faire l'histoire de ce peintre, l'une de nos meilleures sources sur Poussin, lui, quand il commande ce tableau, il supplée, quant à lui, un verbe au passé. J'ai toujours tendance à penser que les contemporains d'une œuvre savaient mieux que nous en comprendre le sens littéral. Il faut souvent leur faire confiance. Alors Panofsky s'appuie sur une prétendue règle grammaticale qui empêcherait d'avoir un verbe au passé, et puis il y croit dur comme fer. Mais en fait, cette règle n'est pas pertinente pour nous, et en plus, elle est fausse. Elle n'est pas pertinente parce que ce qui importe, ce n'est pas l'usage à l'époque classique, c'est l'usage à l'époque de Poussin, parce que c'est un tableau moderne quand même. Et donc dans les inscriptions latines modernes, on n'a pas de problème avec ça. Vous voyez par exemple sur un cadran solaire moderne, prima tibi, ultima deo. La première heure fut pour toi, fuit, là c'est un passé-verbe au passé, la dernière heure sera pour Dieu. On a forcément ici un premier verbe au passé et un deuxième verbe au futur. Alors on est dans un cadran solaire moderne, enfin de type de l'époque
post-antique, qui n'est pas de l'Antiquité, mais c'est ça qui nous importe, puisque c'est l'usage moderne de l'inscription qui compte. Donc, vous voyez un exemple ici où les verbes sont pas au présent, mais au passé ou au futur. Et puis même l'usage antique classique il regorge d'exemples de verbes absents qui sont au passé. Prenez cette inscription qui se trouve au Metropolitan Museum. Dis manibus anti, Lucius Iulius Gamus, filio dulcissimo. Au dieu Mandantus, Lucius Julius Gamus a fait faire, hoc fecit, c'est ça qu'il faut suppléer, a fait faire ce monument pour son fils qui lui était si cher. Ça ne peut être qu'un passé, c'est pas il fait faire, il n'est pas en train de le faire, puisqu'on est devant le tombeau, devant l'inscription. Prenons maintenant une inscription moderne. Alors, intéressante cette inscription, elle est citée dans un manuel de rédaction italien d'inscription latine du XVIIIe siècle, et comme un exemple fautif. Vous allez voir pourquoi il est fautif. Marcus Plautius, aediculam cum ara, et diebus dominicis sacrum ex patris testamento. Marcus Plautius a fait faire, donc, a fait faire cette chapelle avec son autel, c'est forcément un passé, et a dédié au jour du Seigneur ce sanctuaire, là aussi c'est un passé, conformément aux dernières volontés de son père. On ne peut avoir qu'un passé. Les auteurs du manuel d'épigraphie du XVIIIe siècle critiquent cette inscription, non pas parce que les verbes sont au passé, ça, ils s'en moquent, mais parce qu'on a deux verbes différents, alors qu'il faudrait qu'il y ait un même verbe en facteur commun aux deux propositions. Mais le contre-exemple absolu à opposer à Panofsky, c'est un exemple classique, ultra célèbre, et c'est le modèle même de Poussin et de Guerchin. C'est Virgile lui-même, car le modèle de Let in Arcadia ego, c'est la 5e bucolique de Virgile, c'est l'inscription sur la tombe de Daphnis. Et tout, alors ce sont des bergers qui discutent et qui rapportent la mort du berger Daphnis. Ils racontent comment, c'est la construction du tombeau de Daphnis. Et tumulum facite, et tumulo superaddite carmen. Et voilà l'inscription qu'il y a sur le tableau. Donc, construisez un tombeau et inscrivez dessus ces vers, inscrivez sur le tombeau ces vers. Daphnis ego in selvis, incus quad sidera notus, formosi pecoris custos, formosior ipse. Je fus dans ces bois Daphnis, renommé d'ici jusqu'aux astres, gardien d'un beau troupeau et plus beau encore moi-même. J'ai essayé de faire une traduction en alexandrin, mais plus ramassé. Mon nom était Daphnis, mon renom infini. Mon troupeau fut si beau, mais je le fus bien plus. En tout cas, il ne peut y avoir qu'un passé. C'est impossible de ne pas avoir un présent ici. Daphnis ego, je suis Daphnis. Dans ces bois connus, c'est j'étais Daphnis. Je fus Daphnis. Donc, Daphnis n'est pas beau puisqu'il est mort. Il l'a été. Impossible de mettre sum. Seul le passé fouillis est possible. Et donc, Panofsky, malgré toute la science qui est la sienne, a vraiment tordu péremptoirement le texte latin et la grammaire latine pour l'adapter à son interprétation, à savoir que c'est non pas, d'après lui, le mort qui parle dans le tableau de Poussin, mais la mort, comme dans le tableau du Guerchin. Dans le tableau du Guerchin, il n'y avait pas de problème, c'était évidemment la mort qui parle. Je suis en Arcadie, mais moi j'existe en Arcadie. Mais là, dans le tableau de Poussin, c'est une épitaphe sur un tombeau, donc c'est le mort qui parle forcément. Et on voit, on l'a vu, que Poussin a vraiment aménagé l'inscription de sorte qu'on puisse lire les deux. C'est-à-dire que la double lecture, elle a été prévue par Poussin. Il est d'abord prévu qu'on puisse lire ça comme une épitaphe, une véritable épitaphe de tombeau, c'est le mort qui parle, moi aussi j'ai vécu en Arcadie. Et ensuite, dans un deuxième temps, on peut la lire de manière symbolique, comme le discours de la mort, moi aussi, la mort, j'existe en Arcadie, de sorte que le discours du mort puisse passer pour le discours de la mort. Ce qui fait que Poussin a voulu vraiment, par rapport au Guerchin, il a voulu introduire un certain réalisme dans l'image. Il a voulu faire en sorte que le discours de la mort ne soit pas imposé comme un artifice de présentation, comme chez le Guerchin, vous voyez, avec cette inscription ici comme un phylactère, comme une bulle attachée au crâne, mais que soit réellement intégré dans l'image en tant qu'épitaphe d'un mort véritable, donc de manière beaucoup plus réaliste. Et cette façon de composer l'image a pour avantage de n'introduire la lecture allégorique que dans un second temps de l'interprétation, une fois qu'on a bien saisi le réalisme de la scène. Le tableau du Guerchin, lui, était immédiatement allégorique, car la scène était peu réaliste. C'était un emblème peint, comme chez Ripa. Et donc le problème que s'est posé Poussin, et je termine là-dessus, c'est précisément celui de l'intégration du discret,
ce qui est éminemment discret, à savoir une phrase en langage verbal, et in Arcadia ego, à l'intérieur d'une composition continue, d'une structure organique. Comment tisser des liens entre cet élément hétérogène, qui obéit à un mode de lecture particulier de type linguistique, d'une part, et un ensemble pictural représentant une scène de vie de type réaliste. Le Guerchin n'avait pas cherché loin la solution, il avait juste plaqué la phrase dans un coin du tableau sans se préoccuper outre mesure de son insertion. Poussin, au contraire, est l'artiste du continu. Tout doit être soumis au continu de la peinture, à l'effet d'ensemble. Et ainsi, il place l'inscription énigmatique comme le but final, la cible du mouvement des bergers, avec une dynamique qui intègre la lecture de l'inscription dans l'action même des personnages. Ils arrivent, ils sont en bout de course, et ils sont confrontés à cette inscription devant eux. Le discret a ainsi été cousu au continu. Et nous aussi, spectateurs et lecteurs, nous ne pouvons pas faire sens de ce tableau, nous ne pouvons pas le lire sans prendre en compte cet effort du peintre Poussin, qui est un travail de raccommodage, de couture, de suture entre les signes discrets et les signes continus. C'est là un exploit qui mérite notre admiration, car c'est peut-être la première fois dans l'histoire de la peinture qu'un texte est devenu, en tant que texte à interpréter, et in Arcadia ego, qu'un texte est devenu le point focal d'une image. C'est le premier tableau qui fait de l'interprétation son objet. Eh bien, nous verrons cela en détail plus tard, la prochaine fois.